Bonjour, c'est Julien d'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. La question des personnes migrantes et réfugiées est très présente dans le débat public. Du coup, il est fort possible que vos enfants vous interrogent à ce sujet. On est allé voir Olivier Clochard, géographe à Migrinter, pour en savoir plus et vous donner des billes pour en discuter avec vos enfants. Primo, on va faire un point sur les mots. Réfugiés, migrants, ces deux mots ont-ils le même sens? Comme son nom l'indique, un migrant migre d'un pays à un autre. Ces déplacements peuvent être motivés par diverses raisons. Études, rapprochement familial, recherche de nouvelles opportunités professionnelles ou une combinaison de plusieurs facteurs. Quand on migre parce que l'on est persécuté dans son pays et que l'on craint d'y retourner, on va alors demander l'asile pour obtenir le statut de réfugié. Les réfugiés sont donc des personnes migrantes. Cette démarche de demande d'asile, de nombreuses familles syriennes l'entreprennent. Il faut dire que leur pays est en guerre depuis 2011. Dans les transports ou dans la rue, vos enfants ont pu voir ces familles dans le besoin et vous interroger à ce sujet. Pas toujours facile de trouver les bons mots, d'autant plus que cela choque souvent les enfants. Quelques éléments de réponse avec notre expert. Des familles syriennes peuvent se retrouver à la rue, même si, je dirais, un très grand nombre d'entre elles ont aujourd'hui bénéficié d'une protection. Certaines d'entre elles n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de cette protection et vont être déboutées de leur demande. Et je dirais par le manque de ressources financières, par le manque de connaissances, de réseaux, parfois par la langue aussi qui peut être parfois difficile et les gens vont effectivement se retrouver dans la rue l'espace de parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ce qui conduit parfois à avoir ces formes de campement qui peut émerger aux marges des villes, que ce soit à Paris, mais ça peut être dans d'autres villes de province, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, et après lié plutôt parfois à des questions de passage de frontières comme à Calais, comme on le voit assez régulièrement. Où est-ce qu'on vit quand on n'a plus de maison? C'est peut-être la question que vos enfants vous posent au sujet de ces personnes réfugiées et migrantes. Plusieurs cas de figure. Certains parviennent à rejoindre leur famille ou des membres de leur communauté et peuvent donc être hébergés. D'autres peuvent bénéficier d'un hébergement en tant que demandeurs d'asile. C'est une obligation pour l'État. Pourtant, en France, aujourd'hui, seul un demandeur d'asile sur deux bénéficie du dispositif national d'accueil. Autre cas de figure, certaines personnes vivent en centre d'hébergement d'urgence, au même titre que toute personne sans abri en situation de détresse. Là encore, l'hébergement d'urgence est de manière générale très largement saturé. Malgré cette situation de saturation, gardez le réflexe de composer le 115 pour signaler une personne à la rue. Faute de propositions d'hébergement, on voit apparaître des camps informels à Calais, dans le nord de Paris ou dans d'autres villes en France. Voir les images de ces camps peut provoquer beaucoup d'émotions chez les enfants qui se demandent alors qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces personnes. Vous pouvez leur répondre que des associations interviennent à tout moment aux côtés des familles migrantes et réfugiées. Collecte de vêtements, de nourriture, cours de langue, aide juridique ou encore accompagnement dans les démarches administratives. On voit bien que les démarches demandent à être accompagnées parce qu'il y a un dispositif législatif qui est aujourd'hui très important, qui s'est énormément développé, qui est parfois assez kafkaïen, même les juristes parfois ne s'y retrouvent pas. Et en conséquence, il devient difficile pour certaines personnes de comprendre les tenants et les aboutissants des procédures dans lesquelles elles sont prises. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps justement dans cette question de l'accueil. Aujourd'hui, ce temps, on ne l'a pas forcément tout le temps. Pour une personne par exemple qui demande l'asile, elle a 3 semaines pour déposer son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc effectivement, pour quelqu'un qui ne parle pas le français, il doit être accompagné, donc ça demande du temps, ça demande de la confiance, et ça souvent c'est des choses qui manquent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner sur les associations qui agissent près de chez vous. Vos enfants l'ont peut-être vu dans la presse, des personnes ont été poursuivies en justice pour ce que l'on appelle le délit de solidarité. Alors, est-ce que l'on risque vraiment d'aller en prison pour avoir aidé une personne migrante ? La loi a beaucoup évolué là-dessus ces derniers temps. Aujourd'hui, une personne d'une association qui vient en aide ou non, qui appartient ou non à une association qui vient en aide à une personne qui diminue de titre de séjour, à partir du moment qu'elle apporte une aide, je dirais, non rétribuée, ne peut pas être condamnée pour ce qu'elle a fait. Néanmoins, on voit bien que
lorsqu'on regarde les choses un peu à la loupe, avec aujourd'hui cette nouvelle disposition législative, on va rechercher vis-à-vis des aidants d'autres motifs pour les incriminer. Ça peut être parce qu'on va estimer qu'elles se sont rebellées en direction des forces de l'ordre. On va estimer qu'elles n'ont pas répondu, par exemple, aux règles du code de la route. Voilà. Bon, c'est des exemples de ce type-là qui vont conduire, je dirais, à incriminer d'une autre manière les personnes et qui poussent les gens dans des situations assez difficiles. Néanmoins, on continue aussi de voir quand même des personnes qui sont conduites au tribunal parce qu'on estime, c'est le cas notamment dans la région de Briançon, c'est le cas dans la région de Nice aujourd'hui, où il y a des tensions très fortes entre les organisations qui souhaitent venir en aide aux personnes migrantes et les policiers qui ont pour ordre de faire en sorte que les personnes ne rentrent pas sur le territoire français. Et là, on voit effectivement des personnes à un moment donné qui peuvent être incriminées et conduites devant les tribunaux. Dans les médias, sur Internet ou à l'école, vos enfants sont exposés à des stéréotypes ou des préjugés sur les personnes migrantes ou réfugiées, notamment l'idée que l'Europe fait face à un flux massif d'arrivants. Qu'en est-il réellement ? Ces craintes sont liées à plusieurs choses. Elles sont liées parfois à des mensonges qui peuvent être portés soit par certains responsables politiques, soit par certains partis politiques, et qui vont conduire effectivement à créer de la peur et de l'angoisse vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. Donc ça c'est une des premières choses. Après aussi, c'est le traitement qu'on peut faire aussi vis-à-vis de ces déplacements. Lorsqu'on regarde par exemple à la loupe des arrivées qui peuvent être assez importantes en termes de nombre, parce qu'on peut avoir 100 à 120 personnes qui arrivent sur un petit espace. Et donc tout dépend de la focale qu'on prend. Et donc on peut avoir comme ça cette idée d'envahissement que l'image va retransmettre relativement facilement. Et donc tout ça, ça crée de l'angoisse, ça crée des appréhensions de la part des habitants. Et effectivement, il importe de replacer ça dans un contexte bien plus large, de montrer qu'effectivement, par exemple en 2015, lorsqu'on a eu près de 2 millions d'arrivées de personnes au sein des 28 États membres. Certes, c'était plus important que les années précédentes, mais ça représentait, par rapport aux 500 millions d'habitants, près de 0,3% de la population de l'Union européenne. Et ce qu'on oublie aussi à travers ça, c'est que l'immigration, ça s'inscrit dans des dynamiques, dans le sens où il y a des personnes qui arrivent, mais il y en a d'autres qui partent. Et là, aujourd'hui, il y a un déficit, notamment en termes de chiffres, sur les personnes qui partent, qui quittent notre territoire. Et donc, c'est de montrer qu'effectivement, il n'y a pas uniquement un effet cumulatif des entrées, mais il y a aussi des personnes qui partent. Vous pouvez également préciser à vos enfants que, contrairement aux idées reçues, la plupart des migrations se déroulent entre pays du Sud, notamment au sein du continent africain. Déconstruire toutes ces idées préconçues autour des personnes réfugiées et migrantes n'est pas un travail simple, mais il est important que vous, en tant que parents, l'entrepreniez auprès de vos enfants. Merci beaucoup à Olivier Clochard d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations. On espère que ces indications vous auront été utiles et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et dites-nous si ça vous a plu. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une nouvelle vidéo.